va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocelle et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Du coup, la noix est juste torréfiée. Ensuite, on va ajouter un tout petit peu de caramel et le but, c'est de moins sucré possible. Donc, on a un praliné qui n'est pas à 50%. Je pense qu'on doit être allé à 30% de sucre, 70% de noix. Et en effet, c'est pas très sucré et on sent vraiment le goût de la noix. Parfait. Avez-vous déjà goûté un dessert éphémère ? Des gâteaux qui vont et viennent au rythme des saisons, des rencontres et de l'inspiration. Cette pâtisserie vivante, qui fait honneur aux producteurs, c'est devenu la spécialité de mon invité. Je m'appelle Étienne Culot et je suis pâtissier à Grenoble. J'ai rencontré Étienne il y a quelques semaines au Festival des Terroirs à Lyon, où il était venu représenter l'Isère, sa région. Car c'est à Grenoble qu'Étienne a ouvert il y a 8 ans la pâtisserie dont il rêvait depuis longtemps. Tu vois, je vais mettre un petit peu de cassonade dans ma poêle. Un retour aux sources après un parcours d'excellence au sein des cuisines de restaurants étoilés aux 4 coins de la France. Dans cet épisode, Étienne nous raconte son histoire, son regard sur l'évolution de son métier et les ingrédients d'une pâtisserie qui éveille à la fois les sens et les consciences. Le but, c'est d'avoir ce petit côté croustillant, tu vois. Voici la recette d'Étienne Culot. Super bon, franchement c'est original, ça a l'air bien et puis le prix est pas cher, avec les agrumes ça a l'air top. Donc je pense que je vais me régaler. Bonjour Étienne. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast La Recette. Nous sommes aujourd'hui ensemble à Lyon, au Festival des Terroirs, mais tu vis à Grenoble, où tu as créé il y a 8 ans ta propre pâtisserie, celle dont tu rêvais depuis plusieurs années. Alors pour commencer, pour nous donner un peu l'eau à la bouche, est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots quelle est sa particularité ? La particularité, c'est qu'avec ma femme, il y a 8 ans, on s'est dit on va ouvrir une pâtisserie et on voulait quelque chose de vivant. Donc on a dit on va faire une pâtisserie, alors c'est pas aussi simple que ça, mais un peu au fil des saisons. L'important c'est que le client ne retrouve pas ce qu'il veut. L'important c'est qu'il y retrouve ce que vraiment on peut lui proposer. Donc par exemple si les fraises sont pas bonnes, il y aura pas de fraises. Voilà. Moi j'ai toujours fait de la restauration et j'aimais bien ce côté où on était toujours au plus proche de la nature en fait, bêtement, mais de tout ce qui en ressortait. Et on s'était dit quelque chose de pas figé, quelque chose de très vivant. Eh bien, on va y revenir, évidemment, tu vas tout nous raconter sur cette pâtisserie. Mais d'abord, j'aimerais bien en savoir plus sur toi, Étienne. Où as-tu grandi et à quoi ressemblaient les plats de ton enfance ? Est-ce que tu aimais les desserts ? Alors quand j'étais petit, alors j'ai un peu vécu partout parce que mes parents ont pas mal déménagé. Je suis né à Versailles et j'ai une partie de la famille en Touraine où j'ai pas mal vécu mes vacances, je dirais, où ma grand-mère faisait un couscous incroyable. Et ça, je m'en souviendrai longtemps. Et sinon, après, j'ai pas mal vécu à Grenoble. C'est là où j'ai vraiment vécu le plus longtemps. Sinon, j'ai vécu un peu à Montpellier, tout ça. Ma mère n'était pas très pâtisserie. Par contre, moi, j'ai toujours été fan. Quand j'étais petit, je faisais des limonades, ça me passionnait. Je faisais des limonades pour mes anniversaires avec les copains. Et je faisais une recette de charlotte aux framboises qui était derrière les paquets de boudoir. Vous savez, il y a toujours une recette. Et je me faisais ça avec ma mère et ça m'éclatait. Vraiment, je me souviens de ça, c'était incroyable. Mais alors, qui t'a donné le goût de la pâtisserie, puisque tu disais que ta maman n'était pas très dessert ? Je sais pas, quand j'étais tout petit, j'ai dit à mes parents que j'avais 5 ans, je voulais être cuisinier guitariste. Alors c'est une très longue histoire, je fais de la guitare depuis que j'ai 5 ans du coup, et donc j'ai jamais arrêté. Et cuisinier, c'est un petit peu changé, on va dire. Je cuisine toujours, mais c'est un peu différent. Et en gros, l'idée, je sais pas, c'est venu comme ça, c'est resté, j'ai toujours voulu faire ça. Mais du coup, cuisinier-guitariste, c'est quand même très différent de pâtissier. Alors oui, la pâtisserie d'aujourd'hui, en tout cas que je fais à la pâtisserie avec toute l'équipe, ça s'approche énormément de la cuisine.
Parce qu'aujourd'hui, les process sont pâtissiers, mais travailler le goût, c'est la cuisine. J'avais un chef qui me disait, quand on était un chef de cuisine avec qui je travaillais sur Paris, Christophe Moret, qui était incroyable comme bonhomme, il nous parlait du produit, et quand il parlait du produit, c'était fou. Parce que du coup, même de carottes, on parle de carottes, mais quand il parlait de carottes, c'était fou, quoi. Et du coup, c'est assez fou d'avoir quelqu'un qui peut vous donner une passion aussi forte sur quelque chose d'aussi simple, qui venait d'un producteur incroyable, tout ce que vous voulez. Mais ce qui était fou, c'est de se dire qu'en pâtisserie, ça fait longtemps qu'on ne regarde pas trop le produit, ça fait même depuis toujours, qu'on se dit, bah tiens, non, ça coûte moins cher, c'est mieux, ça c'est plus machin. La marge est très importante. Et ça m'attriste fortement parce que du coup, une vraie pistache, comme chez les copains de chez Raya ou ce que vous voulez, ou une vraie carotte ou une vraie fraise, bah, ça a un autre goût, quoi. C'est le produit avant tout. Et du coup, l'idée, c'est de pâtisser, mais avec des bons produits, comme en cuisine. Et la guitare, elle est où alors? La guitare, elle est jamais très loin. Non, alors j'en fais, mais j'en fais avec les enfants, on va dire maintenant. C'est plus tranquille. Donc finalement, tu n'es pas devenu cuisinier, tu es devenu pâtissier. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours et où tu t'es formé? Du coup, j'ai fait ce qu'on appelle aujourd'hui le STHR, donc c'est une seconde générale avec beaucoup de cours à côté, comme la restauration. Donc on est autant formé en salle qu'en cuisine qu'en hôtellerie. C'est le même coefficient partout. Donc en fait, on vous oblige justement à toucher à tout parce qu'en fait, c'est un métier où on a besoin d'être un peu un couteau suisse. Et donc du coup, j'ai pas fait de pâtisserie tout de suite. J'avais des cours de pâtisserie, mais c'était vraiment beaucoup moins que la cuisine. Et en gros, en vrai, j'ai une formation de cuisinier à la base. Voilà, j'ai été formé à la cuisine, du coup j'ai fait mon BTS art culinaire, art de la table, comme il s'appelait. Alors, je sais pas s'il s'appelle comme ça toujours, mais tout ça pour dire qu'ensuite j'ai fait une mention cuisinier en dessert de restaurant. Parce que moi j'ai toujours voulu faire de la pâtisserie, mais la pâtisserie de restaurant me plaisait beaucoup plus, parce que c'est plus vivant, c'est plus éphémère, c'est plus croustillant, il y a tout, enfin toutes les textures sont toujours plus travaillées, enfin du moins c'est ce que j'en pensais. Donc voilà, j'ai fait mon apprentissage dans le sud de la France, à Montpellier, au Jardin d'Essence, dans un restaurant qui était 2 étoiles Michelin à l'époque. Voilà, donc j'ai fait 2 ans là-bas et après je suis parti en Californie travailler pour un monsieur qui s'appelle Thomas Keller, 3 étoiles Michelin en Californie, voilà. Après je suis revenu en France travailler pour Anne-Sophie Pic pendant 4 ans. Là j'ai pas mal tourné entre Lausanne, Valence et Paris pour l'ouverture de la Dame de Pique. Et ensuite j'ai rencontré Claire Hetzler, et je suis resté 2 ans avec elle. Je suis passé par l'Hôtel du Cap avec Lilian Bonnefoy à Antibes et j'ai ouvert ma boutique avec ma femme il y a 8 ans. Du coup. Donc ça fait beaucoup d'étoiles tout ça. Il y a eu pas mal d'étoiles. L'obtention de une étoile à la Dame de Pique à Paris, ouais, il y a eu pas mal de choses. Ça a turbiné fort. Ouais. Directement, en fait, après ton BTS, tu rentres en apprentissage dans un restaurant 2 étoiles. C'était vraiment ta volonté d'apprendre dans ce type d'établissement? Ouais, moi j'ai toujours voulu faire ça parce qu'en fait, je me suis jamais trop posé de questions sur pourquoi du comment. Et en fait, c'est plus des opportunités qui sont arrivées. Alors, ça s'est fait comme ça. J'ai toujours en fait envoyé mon CV là où je voulais travailler. Et en fait, ça s'est fait comme ça, quoi. Et après, j'ai eu la chance de tomber sur des gens bienveillants comme Jean-Christian là-bas. Et après, du coup, ça ouvre d'autres portes, qui ouvre d'autres portes, qui ouvre d'autres portes. C'est vraiment un très, 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 très beau métier. Cette restauration étoilée, ça reste quand même assez fou. Tout ce qu'on peut voir comme technique, comme façon de représenter, travailler le produit, c'est assez dingue, quoi. Mais justement, à quoi ça ressemble de travailler dans un restaurant étoilé par rapport peut-être à ce que tu fais aujourd'hui, au travail en boutique Bah aujourd'hui, nous, je dis nous parce que vraiment avec l'équipe, on a une façon de travailler qui est assez proche en fait, parce qu'on a les mêmes producteurs déjà. J'ai le même cahier des charges réellement. Hein. En fait, les étoiles et Michelin apportent une chose d'assez impalpable, c'est que en gros tous les jours tout est à revoir en fait, parce que rien n'est acquis. Donc ça veut dire que tous les jours il faut tout recommencer. En 3 étoiles encore plus, dans le sens où tout est impalpable. Genre aujourd'hui une cuisson de viande doit être parfaite. C'est difficile de faire 55 couverts avec toujours cette même qualité. La rigueur, c'est important. Et du coup, cette rigueur-là, quand on l'a dès le plus jeune âge, après elle nous suit. Et je pense qu'aujourd'hui, après, on la perd plus, quoi. Donc sur le fait de toujours aller chercher la perfection. Et ça, c'est assez fort parce que du coup, des fois, j'explique à mon équipe, les jeunes, en leur disant qu'il y a un côté assez fou de se dire qu'il y a des gens qui font des trails sur 3 jours et qui vont descendre. Pour moi, faire du 3 étoiles Michelin et continuer la qualité tous les jours, c'est quasiment un trail tous les jours. Parce que dans le sens où les journées sont très longues, les conditions sont toujours complexes parce qu'il faut tout réussir au mieux. Les gens vont payer des prix exorbitants pour des choses. Et il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'on fait à manger.
on sauve pas des vies, quoi. Donc c'est y mettre autant d'énergie. C'est assez incroyable de dire qu'aujourd'hui, on peut envoyer un tableau. C'est un tableau, hein, c'est des choses avec tellement de travail, 8000 process différents pour en arriver là. Je trouve ça assez incroyable de dire juste, voilà. Alors après, il y a des mecs qui font du pain avec autant d'énergie, moins de process, mais autant de folie. Mais ce côté très, très qualitatif, quoi. Le goût de la qualité. Voilà, ça. exactement, le goût de la qualité. Donc tu nous l'as dit, tu t'es formé dans des restaurants étoilés, notamment auprès des frères Pourcel, c'est ça, auprès d'Anne-Sophie Pic, puis au restaurant La Serre à Paris où tu as travaillé aux côtés de la pâtissière Claire Etzler. Quel a été le moment le plus marquant, si tu ne devais en citer qu'un? Après, il y en a plein. C'est sûr que trouver un seul, ça va être dur. Mais la rencontre de Claire, ça a été assez fou parce que Claire est une grande humaine et du coup, ça a été vraiment important. Je pense que la première rencontre, la première fois que je l'ai rencontrée, du coup, que j'ai fait mon entretien d'embauche, elle m'avait dit un truc assez incroyable. Elle m'avait dit, et ça, c'est resté toute ma vie, c'est moi, sans mon équipe, je suis rien. Et c'est fort d'avoir quelqu'un qui peut mettre qui comprend et qui le sait que. Enfin, je sais que j'étais bien en fait. Là, ce moment-là, je me suis dit que j'étais à ma place, quoi. Claire Etzler qui est aussi une pâtissière engagée. Exactement. Comment tu définirais justement cet engagement? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle t'a transmis aussi? Forcément, parce que c'est une façon de penser, une façon de consommer, du coup. Je pense que tous les gens que j'ai rencontrés et tout le process qui en arrive jusqu'aujourd'hui de dire qu'on a ouvert une boutique qui est dite engagée, c'est plus un fil... un chemin, on va dire, qui est arrivé jusque-là, avec des envies de travailler des bons produits, des envies de travailler intelligemment. Du coup, aujourd'hui, je me pose plus trop la question de savoir s'il faut une fraise pleine terre ou quoi, mais parce qu'en fait, le goût n'est pas du tout le même. Alors, c'est le goût qui prime avant tout, parce que du coup, forcément, si vous cherchez le goût, vous avez forcément des bons produits. C'est pas avec une mauvaise crème qu'on fait des bons gâteaux. Enfin, c'est pas possible. Avec du mauvais beurre, c'est pas possible. Je me revois chez La Serre, du coup, avec Claire, et du coup, le chef de cuisine s'appelait Christophe Moret. On travaillait sur un dessert à la courge, parce qu'à ce moment-là, on voulait, avec Claire, faire ce qu'on appelait la séquence sucrée, donc vous veniez manger au restaurant que des desserts. Donc l'idée, c'était de travailler tous les produits qu'on pouvait avoir, donc pas juste des fraises, pas juste machin, et du coup, on avait travaillé la rhubarbe, le petit pois. Quand on avait travaillé la courge, le chef, Christophe, nous avait amené toutes les courges qu'il avait. Et la spaghetti, la musquée, tout ce que vous voulez, la citrouille. Et là, il avait dit, voilà. Et il m'avait parlé du producteur Monsieur Latour et tout ça, et du coup de tout ce qu'il avait et comment lui il les préparait. Et je trouvais ça incroyable de me dire, j'ai une palette devant moi et j'ai beaucoup de travail du coup, parce que qu'est-ce qu'on va choisir? Et donc on a tout transformé pour essayer de voir qu'est-ce qui ressortait mieux en mousse, donc ça a été des jours de travail sur des choses hyper simples pour en arriver, quelle est la courge qu'on préfère, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça assez fou de me dire qu'une variété, par exemple comme la fraise aujourd'hui, la cléry, la machin, la fraise des bois, la marat des bois, en fait, le choix est tellement multiple que du coup, alors on ne parlera pas des agrumes, sinon on ne sera jamais parti, mais c'est un sujet infini, parce que du coup, si vous avez la chance de pouvoir travailler comme nous, on a avec l'équipe, de travailler des agrumes d'une qualité aussi folle que les agrumes Scholler, vous vous rendez compte que la saison des agrumes est très longue, et en plus elle vous donne quelque chose d'assez fou, c'est qu'en septembre ils sont verts, du coup les huiles essentielles sont hyper fortes, donc ça veut dire que le yuzu de septembre et le yuzu de février, ils n'auront pas le même goût non plus, donc ça veut dire que c'est infini en fait, ça s'arrête jamais. Du coup la saisonnalité en fait c'est ça aussi, c'est que on a une autre vision de la production, parce qu'on a un respect vachement plus profond, parce que du coup on connaît la personne qui l'a cultivée, on sait que par exemple là on attend la rhubarbe ce week-end normalement, qui doit arriver, qui nous viendra de Picardie, et du coup il a eu de la grêle, du gel comme l'an dernier où ça a été un cauchemar pour eux. Quand la première rhubarbe elle arrive, on se dit celle-ci elle aura pas le même goût, parce que du coup elle aurait dû être là un mois avant, elle est pas là. Pareil pour les plantes, pareil tout ça, les herbes aromatiques, ça peut mettre beaucoup plus de temps à arriver. Enfin, il faut aussi penser à tout ça, quoi. C'est pas aussi simple que tiens je vais commander un produit, bim ça arrive demain et puis en avant, quoi. Et en discutant justement avec ces producteurs, il y a peut-être aussi une prise de conscience. Tu parlais d'aléas climatiques. Est-ce que toi, tu as l'impression que c'est aussi une prise de conscience autour des enjeux de changement climatique, de la manière dont demain tu travailleras le produit sera peut-être différente? Oui, forcément, les saisons vont changer. En fait, il y a beaucoup de choses qui risquent de changer, c'est sûr, hein. Là, par exemple, j'en discutais avec Étienne et Perrine Scholler, du coup, dans le sud, là-bas, à côté du Mont-Eous. Ils sont en train de travailler autour d'un agrume qui a un système enracinaire plus profond.
Parce que du coup, il faut penser que s'il fait plus chaud en bas, il va falloir qu'il aille chercher l'eau plus profond. C'est pas demain qu'il faudra y penser, c'est maintenant, quoi. Donc la prise de conscience, elle est totale. Alors ce qui est chouette, c'est que j'ai des clients qui sont très très à l'écoute. Et le peu de temps que je me retrouve en boutique, on en parle pas mal. Et quand j'ai des clients qui me demandent, bah tiens, la fraise, elle est là. Bah, alors vous l'avez peut-être au marché, mais moi, tant qu'elle est pas bonne, elle n'est pas en boutique. Donc Étienne, il y a 8 ans, tu as choisi de délaisser les étoiles pour ouvrir ta propre pâtisserie à Grenoble. Pourquoi ce choix ? Et ben en fait, avec Margot, ma femme, on avait envie d'ouvrir notre boutique. Donc ça fait 18 ans qu'on est ensemble, ça fait longtemps qu'on voulait le faire. Et en fait, on voulait aussi un peu changer de vie parce que la restauration, c'est chouette. Mais le problème, c'est que les horaires sont un peu compliqués si on veut avoir une famille. Et du coup, on s'était dit, quand on changera de vie et qu'on aura des enfants, on changera un petit peu la façon de procéder. Et en fait, on est un peu rentré au bercail parce qu'on a eu une opportunité. C'était plus facile parce qu'il y a aussi toute la famille et tout le réseau. Et mine de rien, on a des cousins dans l'impression, tout ça. Donc ça aide, mine de rien, d'avoir tout ce monde autour de nous. L'idée, c'était vraiment de retourner à la maison. Et en fait, on est très, très content d'être revenu un peu au pays, entre guillemets. Donc on l'a compris, dans votre pâtisserie, tu fais la part belle aux produits, que ce soit évidemment avec les fruits, on en a parlé, les agrumes, mais aussi les noisettes, le chocolat. Est-ce que tu sources en direct chacune des matières premières ? Alors une partie des matières premières est sourcée en direct, donc les agrumes, on l'a compris. Beaucoup de fruits, mine de rien, sont faits en direct. Après, il y a pas mal de produits qui sont impossibles pour moi, comme les pistaches, le chocolat. Je ne peux pas le faire moi-même. On passe par quelqu'un qui fait les pistolets et qui, lui, du coup, reçoit les fèves. Les noisettes, c'est aussi, là, je suis en train de passer en direct avec quelqu'un en direct là-bas dans la région du Piémont. Mais ça peut prendre vraiment énormément de temps. Par exemple, pour avoir des vrais beaux fruits, j'ai quasiment mis 4 ans et demi à avoir quelqu'un qui soit, par exemple, fiable sur les fraises et sur tout le reste, quoi. On en a parlé, tu attaches beaucoup d'importance au lien que tu crées avec tes producteurs et le produit est au centre de tes desserts. Tu as dit récemment, la pâtisserie, c'est une histoire de rencontre. Pour aller plus loin, c'est vraiment une rencontre entre passionnés. Parce qu'on est passionné par un truc, par faire à manger concrètement, et c'est assez rapide de trouver des liens et de très rapidement avoir des liens importants. Parce qu'on veut la même chose en fait. On veut faire les choses correctement, manger correctement, produire correctement, avoir le meilleur goût possible. Et du coup, c'est souvent des rencontres et ça en est tous les jours, quoi. C'est vraiment, c'est pour ça que le lien est important. Les rencontres sont très importantes. Ça change le goût des pâtisseries ? Ah, j'en suis persuadé. J'en suis vraiment persuadé. Même par exemple avec le domaine Néoglace qui est juste à côté, dans le Trièves, à côté de Grenoble. On a travaillé autour d'un dessert pour un événement, autour d'un whisky. Je suis arrivé sur place et je leur ai fait goûter et je les ai laissés choisir en fait. Et on a parlé de plein de choses ensuite. On a dit qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que vous avez aimé. Et en fait, c'est hyper important d'avoir leur avis aussi sur leurs produits. Pas savoir qui a tort, qui a raison. L'important, c'est que le dessert soit magnifique à la fin et qu'on fasse le meilleur taf possible. À l'heure où on se parle, Étienne, c'est le début du printemps. Quelle pâtisserie proposes-tu en ce moment ? Alors, nous, le printemps, c'est cool parce que c'est le début de la fraise. C'est la fin des agrumes. Du coup, en chambre froide, il y a des odeurs assez incroyables entre la fraise qui est hyper odorante et la fin des kumquats. Et ça, c'est assez incroyable. Ça, c'est, du coup, par exemple, là, ce week-end, on avait une tarte noisette agrumes avec pas mal de kumquats et de calamansi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a eu une fraise baie rose aussi, parce qu'on aime beaucoup la baie rose avec l'équipe. On aime beaucoup le poivre. On a beaucoup de fraises menthe en ce moment, là, on va arriver. Il y a la verveine qui va pas tarder, il y a la rhubarbe qui va pas tarder. C'est un moment donné qui est un peu difficile, parce que la carte va changer. Les gens veulent plus manger de marron, par exemple. Et plus de chocolat, par exemple, on fait une tarte poire chocolat, là, ça commence un petit peu à tirer, les gens commencent à dire c'est bon l'hiver là ça. Donc nous, il faut qu'on soit assez bon là sur les nouveautés, et il faut qu'on aille chercher assez loin sur les process, sauf que tant qu'on n'a pas goûté la rhubarbe, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, parce que la première est toujours un peu plus timide, on va dire, du coup on va la laisser arriver un petit peu, et après on va embrayer sur la rhubarbe. Je pense que cette année on va faire rhubarbe noisette, et puis voilà. Ça donne envie déjà. Tu réalises aussi beaucoup de pâtisseries éphémères. Qu'est-ce que ça veut dire, une pâtisserie éphémère ?
Alors le côté éphémère, c'est vraiment notre terrain de jeu. Le week-end, en gros, le samedi, on fait des pâtisseries éphémères. Donc ça veut dire qu'on va faire que des pâtisseries qui ne sont là que ce week-end-là, que ce jour-là. Et ce côté dynamique amène aussi les gens, entre guillemets, à consommer des choses différentes en disant, bah tiens, ce week-end, on avait pistaches, fraises et fleurs d'oranger avec des fleurs de fleurs d'oranger qui viennent à côté de Valence. Peut-être que c'est pas ce qu'auraient pris les gens dès le début en disant, bah non, on vient pour un pain choc, un machin, un croissant. Et là, ce qui est cool, c'est qu'on casse un peu les codes et on va chercher un poil plus loin sur des saveurs, des goûts, que ce soit en viennoiserie ou en gâteau. Et le but, c'est que ce soit vraiment une sorte de photo du moment, dans le sens où il n'y en aura peut-être pas après. Et cette histoire de pâtisserie éphémère, est-ce que c'est lié au gaspillage? Comment vous gérez le gaspillage? Parce que j'imagine que c'est pas évident. Justement, le samedi, c'est des grosses journées, comme tu viens de le dire. Il y a beaucoup de monde. Comment on fait en sorte qu'à la fin de la journée, il n'y en ait pas trop qui restent? Alors la démarche était un peu dure au début, parce que quand on a repris la pâtisserie, qui était une ancienne pâtisserie, enfin ça a toujours été une pâtisserie depuis vraiment très longtemps, quand on a repris avec Margot, on s'est dit, bah, on va faire à l'opposé des supermarchés, par exemple. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas toujours ce que les gens veulent. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous venez à 18h et qu'il n'y a pas les gâteaux que vous voulez, bah, il fallait les commander. S'ils étaient commandés, ils seraient arrivés. Du coup, en gros, à 18h, il n'y aura que les gâteaux qui resteront, entre guillemets. Et l'idée, c'est de dire qu'on essaie toujours d'être au plus juste. Et concrètement, moi, quand il n'y a plus de viennoiserie, il n'y a plus de viennoiserie. Quand il n'y a plus de gâteau, bah, il n'y a plus de gâteau. Et c'est aussi un peu le côté un petit peu complexe. On a réussi à trouver une façon de faire avec des gâteaux qui sont congelés, parce qu'on passe forcément par des étapes au congèle et tout ce que vous voulez. Donc on a des gâteaux qui sont semi-finis au congèle qu'on peut terminer en dernier moment. Donc si vous venez à 19h et que vous avez vraiment un besoin précis, on se débrouillera toujours à trouver quoi. Voilà, dans tous les cas, on sait qu'à partir de 16h, s'il n'y a plus trop de gâteaux, je préfère finir à zéro que dire tiens, bah tant pis, on a prévu. Et en fait, à la fin, on les a sur les bras, quoi. J'imagine que c'est un défi, surtout en pâtisserie. C'est difficile parce qu'il faut penser qu'on est une entreprise, donc il faut que l'entreprise paye ses charges, il faut qu'elle paye tout ce qu'il y a à payer. Donc c'est un peu dur des fois de se dire bah, on passe à côté de ventes et à côté de choses qu'on pourrait faire. Mais le problème, c'est que je pense qu'aujourd'hui, dans notre métier encore plus, il vaudra peut-être mieux pas vendre que jeter. En pâtisserie, on utilise souvent des arômes, des colorants. Quel est ton regard là-dessus? Le colorant, nous, on n'en a jamais utilisé en boutique. Dans la pâtisserie, j'entends. Les arômes, pas du tout, parce qu'en fait, ce qui est cool en restauration étoilée, c'est qu'on apprend à travailler le produit et à en avoir un process pour justement développer le goût. Du coup, les arômes n'ont pas leur place, entre guillemets. Donc, non, j'en ai pas. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Ouais, j'en ai jamais vu. À la boutique, on n'en a pas du tout, pas un seul. Et des colorants, pas du tout non plus. On n'utilise pas, enfin, on n'a pas besoin colorer quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose qui s'utilise aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'utilise énormément. Par exemple, chez qu'à l'école, mes jeunes me disent ah bah tiens, on a fait un glaçage tarte au citron, alors on l'a coloré en vert pour que ce soit plus appétissant. Ah, je suis pas sûr. Et c'est intéressant ce que tu dis, que du coup, il y a peut-être un enjeu aussi sur les formations. C'est le nerf de la guerre. En vrai de vrai, c'est le nerf de la guerre parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui sortent de TP pâtisserie, ils pensent rentabilité. Ils n'ont pas d'entreprise, ils payent aucune matière première. Et des fois, on me dit, ah, mais ça, c'est super, c'est rentable. Mais on s'en fout. En fait, c'est pas ton problème aujourd'hui. Tu es en train de grandir, tu es en train d'apprendre ton métier. La rentabilité, c'est quand tu auras des problèmes. C'est quand tu te diras, mais pourquoi je dois avoir une rentabilité? Aujourd'hui, tu dois te dire pourquoi c'est bon, pourquoi c'est pas bon. C'est pour moi la seule chose qui compte, quoi. Pour la formation des jeunes, du moins. Mais oui, il y a un gros travail de fond. Alors ça a été fait, par exemple le CAP a été réformé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je trouve qu'il faudrait peut-être replacer sur le produit. Mais après, c'est pas facile pour l'école. Pour eux, ça doit pas être facile aussi d'avoir accès à des produits qui soient toujours de qualité, sachant qu'à la fin, c'est souvent des productions qui sont ou envoyées au self, ou ratées, ou jetées. Leur mettre de la crème à disposition, mais c'est des crèmes qui vont être aussi peut-être jetées parce que c'est fermé samedi-dimanche, où il n'y a pas des TP tout le temps, donc il y a du gaspillage. Alors qu'il y a des crèmes qui se tiennent mieux sur quelques jours quand elles ne sont pas ouvertes. Enfin, c'est pas aussi simple que ce que j'en dis, enfin, comme je le dis. Une crème sans conservateur, par exemple, c'est plus compliqué, en effet, dans une formation. Ouais, déjà, moi, je me revois il y a 8 ans, là, je prends la crème chez ma coopérative. On me dit, les gars avec qui je bossais à ce moment-là me disaient, mais elle sent la vache. Bah ouais, c'est une crème, mon gars. Je citerai pas de marque parce qu'il faut pas le faire, mais mettre du xanthane, mettre des gommes dans des crèmes, on n'en a pas besoin.
Certes, ça va les conserver ou donner une texture, donner un foisonnement, mais ça restera quand même, à mon avis, pas foufou sur le long terme, sur la santé de tout le monde. Mais après, il y a un vrai, parce que les DLC sont pas les mêmes, donc forcément, ça doit pas être, c'est pas aussi simple que ça, quoi. Mais peut-être qu'un jour on y arrivera. Et bien justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer en priorité pour créer la pâtisserie de demain, selon toi ? Les mentalités, bêtement. Et c'est sûr, les budgets sont un poil différents, mais aujourd'hui, la crème que j'utilise moi est pas plus chère que la crème, je cite pas de marque non plus, mais blindée de Xanthan et d'Agar. Enfin, donc je pense qu'on a un devoir de faire évoluer cette mentalité et de pas utiliser de produits transformés, d'ultra transformés. C'est pas possible. Enfin, on doit changer ça, quoi. Aujourd'hui, quand vous avez un fournisseur qui vient, il va venir avec une panelle de produits. Vous pouvez déjà avoir tous les croissants déjà faits, tous les biscuits déjà faits, toutes les crèmes déjà faites. Concrètement, vous mettez de l'eau et vous avez un flan. Waouh, incroyable. Pas de lait, rien, zéro. Pas de sucre, pas de vanille, rien. Tout est déjà dedans, les arômes sont déjà tout prêts. Donc forcément, les mecs, ils n'ont plus besoin de staff, ils n'ont plus besoin de rien. Ils mélangent juste de l'eau, ils mettent là-dedans, et au four, et puis ça sort. Et il y en a un paquet, concrètement. Aujourd'hui, il vous faut un ciseau et puis pour ouvrir les cartons. Et puis c'est bon. Et ça, c'est très triste, mais c'est en train de changer quand même. On est quand même en train de revenir, par exemple, la viennoiserie. Il y a 8-10 ans, il n'y avait pas grand monde qui faisait sa viennoiserie maison. C'était vraiment une proportion microscopique. Aujourd'hui, c'est vraiment revenu. La viennoiserie a enfin repris le cœur de la France avec dire, tiens, on fait des croissants maison, c'est cool, quoi. Ils sont pas tous parfaits, mais ils sont très bons. Ça sera toujours meilleur que celui acheté tout près, quoi. Mais je pense que la mentalité, quand elle aura évolué, et c'est en train vraiment de bouger, je pense que ça, pour le coup, on est vraiment quand même sur la bonne pente. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, j'en suis sûr, parce que mine de rien, aujourd'hui, il y a quand même énormément de nouvelles pâtisseries. Même, autant il y a 8 ans, je ne pouvais pas dire ça, mais aujourd'hui, ça bouge quand même. Les nouvelles démarches, alors et pas qu'à Paris, quoi. Et pas qu'à Lyon non plus. À Grenoble. À Grenoble, un peu. Qu'est-ce qui fait, toi, que tu pousses la porte d'une pâtisserie ou pas ? Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce qu'il faut regarder pour savoir si on va trouver un produit artisanal ou pas ? Et moi, je vais passer la porte parce que déjà, ça donne envie, tout bêtement. Après, les produits déjà prêts aujourd'hui, ça se voit tout de suite, quoi. Et surtout en goût. Même s'ils sont très forts, ils arrivent à faire des tartes tatin qui sont toutes différentes dans le même carton. C'est fort quand même. Non, mais c'est vrai. C'est incroyable. Les mecs arrivent à faire des choses incroyables. Donc du coup, moi, si je passe une porte, c'est parce que je vois que c'est fait maison, quoi. Est-ce que, Étienne, tu as des adresses engagées à nous recommander, à Grenoble ou ailleurs ? Claire, à Paris, si vous passez par Levallois-Perret. Donc la pâtisserie de Claire Hetzler, voilà, la pâtisserie de Claire Hetzler, qui est ou à Levallois-Perret ou à la Samaritaine, si je dis pas de bêtises. Et sur Grenoble, on a pas mal, on a 2-3, il y a la pâtisserie de Zeit, qui est une ancienne pâtissière qui a travaillé avec François Perret, qui est aussi sur le Festival des Terroirs. Après, si vous voulez consommer aussi éthique, j'ai mon copain Romain Hubert avec sa femme Oriane qui sont à Bourgoin-Jallieu, pas très loin d'ici aussi, qui ont un restaurant une étoile Michelin et un restaurant avec un bib, qui font des produits de dingue et qui valorisent l'Isère à leur paroxysme. Ça, c'est vraiment des grosses adresses. Et bien justement, on va parler de l'Isère parce qu'aujourd'hui on est au Festival des Terroirs et tu as choisi de cuisiner ici un dessert 100% isérois. Quelles sont les spécificités de ce territoire ? Quels produits faut-il découvrir si on passe près de Grenoble ? C'est la noix de Grenoble, évidemment. La noix, oui, la noix. Après, on a des beaux fromages, mine de rien. On a de la raclette, on a quoi ? On a de l'abondance incroyable, l'abondance. On a plein de choses. On a du bleu de Sassenage, on a plein de choses. Pour la pâtisserie, c'est un peu compliqué. Quel est le dessert idéal pour toi, Étienne ? J'ai des grands souvenirs de baba au rhum. Ça, chez Anne-Sophie Pic, on en travaillait énormément et j'ai découvert le baba au rhum avec une vraie pâte, un vrai beau rhum, quelque chose d'imbibé avec quelque chose de bien fruité aussi, avec des fruits, avec des agrumes, du poivre aussi. Et je crois que pour moi, c'est un peu mon péché mignon. Est-ce que tu as une technique de pâtissier à nous transmettre ? Mettre beaucoup d'amour. Faut beaucoup goûter aussi. Ça, c'est une vraie technique. Est-ce que tu aurais un livre de cuisine à nous recommander, Étienne ? Oui, j'en ai un qui s'appelle Flavorama, du coup, qui est un livre qui parle des saveurs et de ce qui se passe en fait en nous quand on mange. Et en fait, c'est passionnant parce qu'il se passe beaucoup de choses.
Et qui est l'auteur de ce Elle livre? s'appelle Arielle Johnson. Alors c'est un livre en anglais mais qui va être publié en français bientôt, qui est une femme qui a travaillé beaucoup dans un restaurant étoilé qui s'appelle le Noma à Copenhague, qui est 3 étoiles Michelin, qui est sûrement un des meilleurs restaurants au monde apparemment. J'ai jamais pu y manger. Et du coup c'est une chimiste qui a préféré travailler dans un restaurant 3 étoiles Michelin que de travailler pour l'industrie. Et du coup elle a créé un livre qui vous explique tout ce qui se passe. Et je trouve ça passionnant. Et ça a l'air en effet C'est vraiment incroyable. passionnant. Merci pour cette recommandation. Qui aimerais-tu entendre sur ce podcast? Et bien Claire Edzard. Eh bien, on va l'inviter alors. Allez. Étienne, ce podcast s'appelle La Recette. Quelle recette voudrais-tu nous donner aujourd'hui, ou aurais-tu aimé qu'on te donne peut-être? Et ben la recette que je vais vous donner, c'est une recette de riz au lait, parce que j'adore ça. Vraiment, et puis c'est super simple à faire. Il vous faut juste un bon riz à risotto par exemple, du lait, du sucre. Par exemple, imaginons pour 100 grammes de lait, il vous faut, je crois, 25 grammes de riz, 25 grammes de sucre, une gousse de vanille. Alors une gousse pour 100 grammes c'est beaucoup, mais c'est bien quand c'est très vanillé. Et là vous allez le faire cuire vraiment tout doucement. À un moment donné on va arrêter le feu quand le riz est semi-cuit. Vous mettez un couvercle et il va gonfler de peur. Et après servi chaud ou froid. Et moi je sais que j'en mange des kilomètres. Ou des kilos tout court. Ça a l'air délicieux. Merci beaucoup, Étienne. Merci pour cette recette, merci pour ton temps. Et à bientôt à Grenoble peut-être. J'espère. À bientôt.